Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée à la défense de l'Amazonie. Depuis des décennies, les humains grignotent cet immense territoire qu'on surnomme le poumon de la planète et qui sert de régulateur du climat mondial. Les arbres y sont abattus à un rythme soutenu pour exploiter le bois, les minerais précieux comme l'or, mais aussi le pétrole, et puis également pour libérer des surfaces agricoles. Cette inquiétante déforestation a longtemps été combattue par le chef Raoni, mais à 90 ans, il a décidé de passer la main. La chef Watata Kalou du peuple des Yawalapiti incarne la relève. Elle est notre invitée aujourd'hui. Mais avant de débattre de ces questions avec elle, le point sur ces femmes qui défendent la nature, mais aussi la culture des populations autochtones. Le peuple Djouma, par exemple, était menacé de disparition après la mort de son chef. Mais ses 3 filles ont pris la relève et assuré la survie de leur tradition. Au cœur de l'Amazonie, la présence de leur village est déjà une victoire. Ici, 3 sœurs se battent pour la survie de leur peuple autochtone, les Djouma. Parmi elles, Mandei, chef de la tribu durant plusieurs années. Elle a été la première femme à occuper cette fonction dans cette partie de l'Amazonie. Il n'y avait jamais eu de chef femme avant. Et donc les gens sont venus me dire « Tu ne devrais pas occuper cette fonction parce que tu es une femme ». Les gens m'ont aussi dit que je ne devrais pas le faire parce que je n'en avais pas la force et pas le droit. Avec ses sœurs, Mandei tente de porter la culture et de transmettre les traditions de son peuple, menacé de disparition depuis la mort de son père en 2021 à cause du Covid-19. Enterré dans le village, Amoi Maruka était le dernier représentant masculin des Djouma, peuple décimé pendant le XXe siècle. Farouche défenseur des droits de son peuple et de la préservation de la forêt amazonienne, Amoi Maruka s'était battu en 2004 pour que le territoire Djouma obtienne le statut officiel de terre indigène, une protection reconnue par la Constitution. Aujourd'hui, sa fille a pris la relève. Un combat vital alors qu'elle constate chaque jour les ravages du réchauffement climatique et de la déforestation. Il fait beaucoup plus chaud. Et ce n'était pas comme ça avant. Lorsque nous passons devant une zone récemment déboisée, nous nous sentons tristes parce que des arbres ont été abattus. La vie des arbres est la même que celle des hommes. Les couper, c'est comme tuer des gens. Quand nous sommes sur notre territoire, c'est comme si nous pouvions respirer plus librement. Notre territoire nous donne de la force. Une force que Mandei et ses sœurs tentent d'insuffler aux 24 habitants que compte désormais le village, en espérant ne pas être les dernières représentantes du peuple Djouma. Chef Watata Kalou, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes cacique de la communauté indigène des Yawalapiti et leader du mouvement des femmes du Xinju, votre région d'origine dans le sud de l'Amazonie. Merci d'être avec nous. Longtemps, le chef Raoni a été entouré presque exclusivement d'hommes, mais aujourd'hui, vous, une femme, vous incarnez la relève. À votre avis, qu'est-ce qui fait la différence ? Nous sommes dans une guerre planétaire, globale. Et les impacts de cette guerre ont beaucoup affecté les femmes autochtones de nos villages de l'Amazonie et nos enfants. Et on ne peut pas rester les bras croisés dans nos maisons comme autrefois. Nous sommes à un moment où nous voulons aussi nous battre aux côtés de nos hommes. Nous le savons mieux que quiconque. C'est nous qui éduquons les enfants, administrons les villages, transmettons les connaissances sur la manière de prendre soin de la forêt de génération en génération. Donc ça aussi, ça nous a rapprochés. Parce qu'on a besoin de dialoguer avec des femmes issues d'autres cultures. Vous, depuis votre naissance, quels sont les changements dont vous avez été témoin dans votre région de l'Amazonie ? Waouh, beaucoup de choses. Je suis née dans les années 80. C'est à cette époque que nous avons accueilli dans nos villages de nombreuses personnes qui n'étaient pas des autochtones.
À ce moment-là, on ne s'inquiétait pas de devoir aller à la ville pour défendre nos droits. On n'avait pas peur de boire l'eau de la rivière. On n'avait pas peur que les températures soient trop élevées. On n'avait pas peur d'être envahi à cause de l'exploitation du bois. On ne s'inquiétait pas pour les pêcheurs. On ne s'inquiétait pas pour nos fils et nos filles. On vivait très libre. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on a des routes. On doit se battre en permanence contre les infrastructures que le gouvernement construit près de nos territoires ou même à l'intérieur de nos territoires. Les invasions, le mercure, le poison qui tombe dans notre eau. C'est ça la situation aujourd'hui. Et le désespoir de voir nos rivières s'assécher. On a trouvé une carte de la région dont vous venez, le Xingu, c'est le nom d'un fleuve. Et ce qui apparaît, c'est que la forêt a été grignotée par les territoires pour les surfaces agricoles de part et d'autre de cette vallée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on voit sur cette carte? Oui. La production de soja, l'élevage de bétail ont grignoté nos territoires. La plus grande partie est liée à la culture du soja et donc il y a de plus en plus de déforestation. Parfois, vous traversez une route au milieu de la forêt et vous repassez 3 jours plus tard. La forêt n'existe plus. La déforestation gagne du terrain et se rapproche des limites de notre territoire. Ça a beaucoup trop affecté nos villages. Parce que le poison qui est déversé va loin. Le vent l'emporte loin. Pareil pour les animaux que nous mangeons, pour la rivière. Tout ça, ça affecte nos territoires. Et pas seulement celui de ma tribu, les Yawalapiti. Mais la ville se rapproche aussi davantage de nos territoires. Il y a toujours plus de voies ferrées et d'autoroutes qui sont construites. Et du coup, les non-autochtones se rapprochent aussi. Os não indígenas para perto dos nossos territórios. Ça fait un moment que justement les peuples autochtones se sont organisés pour lutter contre la déforestation. Mais le Brésil, c'est aussi l'un des pays les plus dangereux justement pour les personnes qui défendent l'environnement. Selon Global Witness, par exemple, il y avait eu 176 personnes autochtones qui ont été tuées en 2021. Est-ce que vous craignez pour votre vie dans votre lutte? Si nous restons sur nos territoires, dans notre coin, on va mourir. Donc on préfère mourir là-bas, en convainquant plus d'alliés de se joindre à la lutte des autochtones, au combat pour la forêt, qui n'est pas seulement une lutte en faveur des peuples indigènes, mais pour la planète entière. Ce qu'on vit, c'est une persécution. Des membres de nos familles ont été assassinés. Des femmes ont été brûlées vives dans leur sommeil. D'autres ont été violés. Des autochtones sont retenus en otage par des chercheurs d'or qui droguent de force nos filles et les retiennent prisonnières. Ils les gardent comme des animaux. Et nous n'avons pas d'armes à feu. Donc soit on reste chez nous en attendant la catastrophe, en spectateur, soit on se joint à la lutte avec d'autres proches au Brésil, parce que nous n'avons pas le choix. Donc quand on y va, on y va. Vous êtes très unis entre peuples autochtones, notamment votre organisation. Le mouvement des femmes du Xingu représente 16 populations, 16 tribus. Au niveau national, les autochtones ne se sont jamais engagés en politique. Mais Lula, quand il était candidat lors de la dernière présidentielle, vous a demandé de le soutenir et beaucoup de peuples autochtones ont décidé effectivement de s'engager à ce moment-là. Pour quelles raisons ? Dans l'histoire du Brésil, dans l'histoire des peuples indigènes, nous avons toujours dû nous battre pour nos droits. On ne nous a jamais rien donné. Rien. Au contraire, tout nous a été enlevé et nous avons dû nous battre pour obtenir ce qui nous revenait de droit. Parmi les anciens présidents,
aucun ne nous a jamais considérés. Donc, il y a quelques années, nous avons cherché une autre solution. Nous avons dû comprendre votre culture, car les arcs et les flèches ne servaient plus à rien. On n'a plus besoin de se battre comme ça. Il faut dialoguer et apprendre, faire de la politique aussi. Et quand Jair Bolsonaro a été élu, ça a été l'un des événements les plus horribles de toute l'histoire de la politique brésilienne. Une chose horrible pour les peuples indigènes. À partir de là, le président Lula et plusieurs autres politiques se sont tournés vers nous. Parce que nous n'avons pas eu peur de nous dresser contre Bolsonaro. Et les non-autochtones qui ont vu dans notre lutte un exemple se sont dit qu'ils pourraient nous écouter. C'était une façon de montrer que Lula représentait l'espoir non seulement de notre peuple, mais aussi du peuple brésilien. Donc on a décidé de le soutenir. Je n'avais jamais fait campagne pour un homme politique blanc, mais j'ai fait campagne pour le président Lula. Et nous nous sommes organisés pour être à ses côtés dans ce gouvernement. L'Union européenne importe de la viande et du soja brésilien qui sont parmi les principales causes de la déforestation. Est-ce que vous estimez que d'une certaine manière, ces importations sont responsables et donc que les Européens sont aussi coupables de cette déforestation que vous observez? Tout le monde est coupable en fait. Parfois, il y a des gens qui imaginent que la viande, le soja, ça vient du supermarché. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que ça se paie au prix fort, avec des vies perdues, une forêt détruite, des sols empoisonnés, un air pollué, vous voyez? Donc tout le monde est coupable. Les entreprises, les pays qui exportent. Il faut maintenant réfléchir à la façon de faire changer les choses. On n'est pas là pour empêcher le développement d'autres pays ou l'échange de biens entre les pays. Nous sommes ici pour décider et réfléchir ensemble à la manière de résoudre les problèmes qui se posent dans le monde. Alors vous êtes très engagé pour la préservation des cultures autochtones, pour la préservation de la forêt amazonienne, mais malgré tout, vous voulez faire évoluer un peu les choses dans les populations locales. Et vous avez dit notamment que vous vouliez les débarrasser des pratiques sexistes. De quoi s'agit-il? Oui, on vient d'une culture très machiste. Je crois que ça existe dans toutes les sociétés et ce n'est pas différent dans la culture indigène. Et j'ai l'impression que lorsque j'ai décidé de m'extraire de cette culture machiste, quand j'ai refusé le mariage qu'on voulait m'imposer, c'était aussi pour essayer de changer la réalité de mes filles. Et effectivement, c'est différent aujourd'hui. Ma culture m'a tout appris. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important que nos filles connaissent toutes nos coutumes. Mais on doit aussi leur apprendre qu'on n'a pas à accepter que nos corps soient violés, que c'est à nous de décider pour nos propres vies, que nous sommes aussi fortes que les hommes et que nous sommes aussi capables de faire des choses, d'aller dans le monde politique, d'être dans les universités, d'être dans le monde. Je suis venue en Europe, mais j'ai gardé ma culture. On doit d'abord apprendre sa langue, pratiquer sa culture, et ensuite faire venir d'autres cultures dans nos vies. Et les hommes, Yawalapiti, sont ouverts à ces changements? Aucun homme n'y est vraiment ouvert. Ils ne sont pas prêts. Mais ce qu'on demande, c'est qu'ils n'aient pas peur de nous. Nous sommes là pour nous battre à leur côté. On ne cherche pas à être en première place. Beaucoup de gens disent « Il y a des femmes machistes, c'est incroyable ». Ils, elles, disent que nous devons arrêter de marcher sur les pieds des hommes. Mais ce n'est pas le cas. On se défend, c'est tout.
Quand on dit qu'on veut acquérir la technologie des Blancs, leurs connaissances, c'est pour renforcer notre lutte. On doit prendre dans la culture des autres uniquement ce qui servira à défendre notre forêt, notre culture. Il ne s'agit pas de marcher sur ceux qui sont à nos côtés. Je ne suis pas l'ennemi de mon fils, qui est un homme. Je ne suis pas l'ennemi de mon mari, qui est un homme. De mon frère, de mes cousins, de mon père. Ça n'existe pas. Nous, les femmes, nous travaillons pour tout le monde. À la maison, on travaille pour tout le monde. C'est ça que notre mouvement apporte pour renforcer la lutte pour les peuples autochtones. Vous avez raconté dans une interview que votre père vous a élevé en vous disant que vous devrez sans doute un jour vous comporter comme un homme. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que dans notre culture, l'homme est celui qui se tient debout, seul, comme ça. Ou alors que c'est le chef cacique qui peut atteindre ce statut. Et il parlait de la prise de décision. Qu'un jour je serais capable, que je devais me préparer à me comporter comme un homme, à être capable de parler à un chef d'un autre peuple, de porter les demandes de notre peuple, de donner de la voix à la lutte indigène. À l'époque, je ne comprenais pas. Mais c'est mon père qui m'a appris tout ça. Et aujourd'hui, je comprends ce qu'il voulait dire. Pouvoir regarder un homme dans les yeux et que cet homme me considère avec respect. Depuis que Lula est au pouvoir, la déforestation de l'Amazonie se poursuit, mais à un rythme ralenti. Est-ce que vous pensez que ça va suffire ou est-ce que vous avez d'autres solutions à proposer? Je pense que ce n'est pas suffisant. Lorsque Lula a été élu, la déforestation a augmenté. Pourquoi? Parce que le gouvernement précédent avait semé la haine dans le pays. Alors quand Lula a été élu, les gens ont voulu accélérer la déforestation pour dire que c'était lui, le nouveau président, qui en était responsable. Le pays est très grand, il y a tellement de territoires autochtones, tellement de forêts qu'il n'y a aucun moyen de tout répertorier et de tout surveiller. Le Brésil est cassé. Est-ce que vous gardez l'espoir malgré tout? Bien entendu. Surtout parce qu'aujourd'hui, les femmes sont très engagées. Nous avons tellement de pouvoir, même si beaucoup ne s'en rendent pas compte. Pour beaucoup, ce sont encore les maris qui détiennent le pouvoir sur les femmes. Mais comme je le disais, dans nos foyers, c'est nous qui sommes les chefs. On a le pouvoir et on peut apporter ce pouvoir aux actions menées par les hommes pour essayer de changer les choses. J'ai de l'espoir, mais tout le monde doit agir en même temps. Comment récupérer les rivières? Comment arrêter la déforestation? Et comment faire pour que les écoles forment bien nos enfants? Chez les non-autochtones, les enfants sont éduqués dans les écoles, donc c'est important d'améliorer l'éducation. Ce n'est pas seulement la responsabilité des peuples autochtones, c'est la responsabilité de toutes celles et ceux qui vivent sur cette planète. Bien, merci beaucoup, chef Watata Kalou, d'avoir pris de votre temps pour nous parler. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.